Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème « Enquête parlementaire dans la lutte contre les antivaleurs ». Le président de la République, dans son message à la nation du 30 décembre 2017 et dans celui sur l'état de la nation du 14 août 2018, a manifesté sa volonté de lutter contre les antivaleurs. Pour cela, il invite plusieurs acteurs habilités à mener ce combat à s'engager pour sortir le Congo de cette gangrène. Parmi ces acteurs, les parlementaires dans le cadre d'une enquête parlementaire. Avec moi pour en découdre, j'ai à ma gauche M. Aziz Dominique de Marseille, qui n'est plus à présenter. Bonsoir. Bonsoir, exemple. Et juste en face de vous, j'ai M. Clovin Hassen Bozir. Il est de la société civile. Lui non plus n'est plus à présenter. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est comme un jeu de ping-pong. En face de vous, mais légèrement décalé à gauche de M. Aziz Dominique de Marseille, j'ai M. Serge Banguélé, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Avant d'aller dans le vif de notre débat, je vous propose de repartir du côté de la régie et d'écouter le chef de l'État. Devant le Parlement réuni en congrès, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République s'est interrogé s'il n'y avait que lui qui a le pouvoir de traquer et de sanctionner les responsables des comportements réprimants. Est-ce à croire que les seules sanctions à considérer ou à mettre en œuvre seraient uniquement celles qui résultent des décisions du président de la République? Dans notre pays, aucune disposition n'interdit au procureur de la République de se saisir des dossiers délictueux, y compris ceux portant sur des crimes économiques. Les conseils de discipline ont disparu des pratiques rigoureuses de gestion et de bonne gouvernance. Qui donc empêche par exemple aux représentants du peuple que sont les députés et les sénateurs d'exercer une prérogative constitutionnelle, l'enquête parlementaire? En tout cas, pas le président de la République. Face au comportement incongru, aujourd'hui érigé en mode de gestion par une frange des gestionnaires des établissements publics qui ont fait de ces entités du pays leur épicerie, détruisant ainsi l'économie congolaise, le chef de l'État n'a pas manqué de dénoncer ces pratiques. À titre d'illustration, plutôt que de combattre les branchements clandestins, la Société nationale de distribution d'eau et la Société nationale d'électricité préfèrent la facilité et choisissent les raccourcis en opérant de sordides péréquations par les majorations de taxation et de coûts sur les abonnés réguliers. Ainsi, d'honnêtes compatriotes payent le prix de l'incivisme de certains citoyens. L'application de la loi dans toute sa rigueur redonnera à ce terme de rupture son sens le plus profond et renforcera les capacités de la République à sévir contre les comportements déviants. Nous venons d'écouter le chef de l'État, c'était lors de son message à la nation du 30 décembre 2017. Cher monsieur, pensez-vous que les lignes ont bougé depuis avec les enquêtes parlementaires? Monsieur Serge Banguélé, analyste politique. On peut dire que depuis l'annonce solennelle du chef de l'État, les lignes ont commencé à bouger. La preuve, il y a des commis d'État aujourd'hui qui se retrouvent en prison. C'est déjà une volonté, n'est-ce pas, de l'exécutif d'en découdre avec les antivaleurs. Mais en ce qui concerne les enquêtes parlementaires, est-ce que vous pensez que ça porte les fruits à Sidonie de Marseille? Déjà, je dis non. Non, même la réponse donnée par mon collègue, je dis non. Je suis journaliste, l'objectivité, c'est la preuve. Je ne connais pas une seule autorité qui a interpellé et qui a retenu. Pourquoi je ne connais pas? Parce qu'on n'a pas communiqué. J'apprends à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont totalement irresponsables. Je ne connais pas un procureur qui appelle la pour dire tel directeur général est mis en examen, tel ministre est mis en examen, on a communiqué. J'apprends que la DST, on a différé X, on a différé Y. J'ai ça sur mon WhatsApp, sur Facebook, des chiffres alarmants. Un État communique. Quand on ne communique pas, la rumeur s'assoit sur le lit de l'information. Et jusqu'aujourd'hui, comme mon jeune collègue le dit, je ne connais pas une seule autorité qui a été interpellée et pour laquelle les médias sont partis voir qui c'est et comment on rencontre. Le chef d'État parle jusqu'aujourd'hui, ni le procureur de la République, ni le ministère de l'Intérieur à travers la police, ni le ministère de la Justice
personne n'a communiqué sur un quelconque citoyen qui a été arrêté. Mais cependant, la commission de la lutte contre la corruption a fait des enquêtes, a publié, mais ces enquêtes ont fait sujet à caution. Et les parlementaires non plus ne communiquent pas. Non, les parlementaires sont en train de faire un travail d'interpellation. Je crois qu'on va arriver au fond. Je vous dis, c'est un théâtre d'amusement pour moi. Pour moi, interpellation plus débat. Je ne vois pas d'interpellation plus débat au Parlement. Pourquoi? Quand ils interpellent les ministres, comment ça se passe? Ils envoient les questions, il faut que le public le sache. Les ministres ont des questions, les ministres préparent les réponses. Le jour de l'interpellation, ministre intel, il passe, il repart toutes les questions. Y a-t-il un peu encore que oui, bon oui, on contredit encore. Et après, bon, c'est fini. Jusqu'au moment où nous parlons, excusez-moi ma méconnaissance sur le dossier, je ne connais pas un membre du gouvernement qui a été mis en mal par une interpellation parlementaire. Et tous les ministres parlent comme si, ils ont tous raison. Ils répondent très bien aux questions et après ils rentrent à la maison. Donc la République va bien. Quand tu entends l'interpellation, la République va bien. Aucun ministre jusqu'à n'a montré qu'il a tort. Donc pour moi, c'est un jeu qui s'arrange entre le gouvernement d'un côté, le Parlement. On assiste à ce théâtre très amusant où personne n'est blâmable. Monsieur Clovis Sembozir, vous êtes de la société civile. Bon, à écouter les autres, je me dis que en fait, c'est la réalité que tout un chacun constate. Mais tout le problème, c'est de savoir quelles sont les missions du Parlement. Parce que j'entends, et déjà mon frère Aziz se plaindre du fait que c'est des questions préparées d'avance. Le problème, c'est de savoir comment fonctionne le Parlement, quelles sont les missions assignées au Parlement par la Constitution. Quand vous allez dans l'article 107, alinéa 2 de la Constitution, on dit que le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Comment exerce-t-il ce pouvoir législatif? Il exerce par deux procédures. Vous avez donc la procédure qu'on appelle ordinaire et la procédure spéciale. En ce qui concerne la procédure spéciale, lorsqu'il s'agit, il le sait, lorsqu'il faut donc voter les lois, par exemple la loi de finances, les lois organiques et les lois qui accordent par exemple l'autorisation pour signer les traités internationaux ou les accords internationaux. Maintenant, en ce qui concerne la procédure de législative ordinaire, là, je vais d'abord expliquer les missions du Parlement pour qu'après on voit est-ce que lorsqu'il répond aux questions, la procédure est bonne ou mauvaise. Donc, en ce qui concerne la procédure ordinaire, il s'agit de l'article 124 de la Constitution qui dit que le Parlement vote seul la loi. En ce moment-là, donc, il y a 4 étapes pour le vote de la loi. Maintenant, en ce qui concerne cette partie qui est la mission principale, vous avez la deuxième mission que lui il vient de parler, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. C'est l'article 142 de la Constitution qui leur donne cette mission. Comment ils la font? Il y a diverses formes pour contrôler l'action du gouvernement. Il a parlé de l'information du Parlement. Vous avez donc la responsabilité politique du gouvernement. Vous avez l'autorisation préalable à l'action du gouvernement et vous avez la mise en accusation du gouvernement ou du président de la République. En ce qui concerne donc l'information du Parlement, c'est là où on peut arriver aux questions. Ces questions peuvent être écrites ou orales. À partir du moment où des questions sont écrites, ça veut dire qu'ils sont envoyés d'avance auprès du gouvernement qui doit savoir quels sont les sujets à débat pour qu'ils se préparent. Parce que ce n'est pas, il s'agit de questions qui nécessitent par exemple des informations cohérentes. Le gouvernement ne va pas venir en pleine assemblée, on lui pose des questions, se met à répondre. Donc voilà pourquoi ça se prépare d'avance. On sait quelle est la question que le député va poser et le gouvernement se prépare pour répondre. Qu'à cela ne tienne, le problème ne se pose pas en ce terme. Le problème, c'est de savoir quelle est la relation, ça c'est moi qui soulève souvent cette question, entre les parlementaires et le gouvernement. C'est ce que je dis ici sur ce plateau, que nous sommes dans un système. Le système est tel qu'aujourd'hui, personne ne peut blâmer l'autre. À cause de ce système qu'on a accepté, à partir du mouvement tel que les choses se passent dans notre pays, c'est difficile que le gouvernement soit mis à mal par un parlement qui le soutient à tout prix. Voilà en fait, pour ne pas d'abord prolonger la parole, là où je veux venir pour dire que le grand problème aujourd'hui, c'est que c'est difficile. Et en plus, les enquêtes parlementaires n'aboutissent pas forcément à des poursuites judiciaires. Oui, mais j'entends mon cher co-débatteur en train de lui dire, nous avons pris un pour ne pas être hors sujet. Nous avons épinglé l'appel chef de l'État. Il dit à des antivaleurs,
la population, par le biais de ses mandats, donc des parlementaires, devrait contrôler l'action du gouvernement dans le sens des antivaleurs. Il dit, moi, je n'ai pas empêché. Le chef d'État ne parle pas du fonctionnement de l'Assemblée, du Parlement. Il prend un côté. Pour lui, parmi ceux qui doivent faire la chasse aux antivaleurs, ceux qui détournent, il y a aussi le rôle du Parlement, qui, par l'enquête parlementaire, peut démontrer que notre enquête a montré que ce ministère fonctionne mal. Et on a vu ça, parce qu'une enquête, quand ils vont sur le terrain, ils élaborent un rapport. Le rapport peut aboutir à ce que l'argent a été détourné ou l'argent a été mal géré. Ok, ils donnent à qui de droit. Mais leur enquête parlementaire, ce n'est pas seulement aller se promener. Ici, il s'agit de la sanction qui va suivre. Or, la sanction, ce n'est pas du Parlement. Le Parlement fait une enquête, démontre que ça ne marche pas. Le chef d'État est précis. Ce n'est pas le fonctionnement du Parlement en général. C'est sur l'aspect uniquement des antivaleurs. Et il accuse le Parlement. C'est le chef d'État qui vient de le dire, pour dire à nos collègues. Il dit, n'attendez pas que ce soit seulement le chef d'État qui est capable. Et on n'attend pas les sanctions sur l'État. Il dit, on n'attend pas les sanctions sur l'État. Mais je n'ai jamais empêché au Parlement de jouer son rôle. Le rôle lequel? Mais de contrôler l'action du gouvernement. Dit que cette action est mal menée. Ici, il y a la mauvaise gouvernance. Si le Parlement n'arrive pas à le faire, ou bien si le fait de complaisance, le débat est là. Ce n'est pas le gros fonctionnement du Parlement pour que le débat ne se perde pas. Focalisons le débat sur comment le Parlement, quand le chef d'État le dit, est capable de contrôler l'action du gouvernement et de mettre en marche. Il y a M. Banguélé. C'est ça le débat. Il y a M. Banguélé qui veut dire un mot. Non, je voulais juste dire, pour répondre enfin à M. Aziz, pour dire que si ce n'est pas parce que le gouvernement ne communique pas que le travail ne se fait pas. C'est pas ça. Et le problème, c'est lequel? Lorsqu'on prend un directeur général du canton des marchés publics qui est arrêté, mais en dehors de la communication officielle qui doit être faite par le gouvernement, mais les médias informent la population. Donc, il y a le canal officiel, mais avant de rendre public, vous avez dit tout à l'heure, le rapport, avant même que le Parlement ne fasse un rapport, mais avant de donner l'information officielle. Mais c'est par le biais, lorsque le rapport est fait, à ce moment-là, on peut faire une communication officielle. Non. Oui, mais il ne faut pas qu'on s'éloigne de la question. Nous sommes dans les enquêtes parlementaires et le résultat. Non, moi je me pose pourquoi. Je dis à mon cher Kadi à côté, quand on met un ministre en examen en France, la mise en examen, ce n'est pas la condamnation. Pourquoi on informe les médias? Quand je dis non, il parle d'un directeur. Quel est le média qui était appelé à couvrir l'interpellation du directeur? Personne. L'information ne s'apprend pas que par l'officieux. C'est-à-dire ce que je dis, c'est quoi? Pourquoi je le dis? Je vais vous montrer les faits. Quand on dit, imaginez le procureur dit, bon, j'ai devant moi le directeur du canton des marchés d'État, comme il le dit. J'appelle la presse. Monsieur la presse, ce monsieur est mis en examen. Tel ministre est mis en examen. On lui reproche ça. La presse peut le voir pourquoi? Il y a un effet psychologique. Il y a un effet dissuasif. Ah bon? Un ministre aussi peut être interpellé. Ah bon? Un DG. Les autres le font enfin parce qu'il y a un effet dissuasif. Il est encore présumé innocent. La présomption d'innocence est garantie, mais l'information donnée officiellement montre au public que, attention, dans notre pays, que tu sois directeur général, que tu sois ministre, bref, autorité de décision, tu es passible de poursuites judiciaires et même d'être interpellé et entendu. C'est ce côté dissuasif qui est important, tout en attendant un rapport. Quand on interpelle les ministres mis à l'examen, le rapport n'a pas encore apporté à ce qu'il est fautif. Le point c'est que dans notre pays, je pose la question pour donner une idée, quelle est cette autorité qui a été interpellée pour laquelle il dit le gouvernement, c'est pas qu'il ne connaît, qu'il ne travaille pas. Mais s'il travaille en silence, vous voulez qu'on imagine. Je suis journaliste, l'information ne s'imagine pas. Il faut aller la prendre à la source. Et elle n'est jamais été donnée à la source. Monsieur Hassen veut réagir. Non, en fait, mais restons avec les parlementaires. Oui, ce qui concerne les enquêtes parlementaires, c'est là où je veux revenir pour dire, j'ai, dans ma conclusion, dit que c'est le système. C'est-à-dire que dans les conditions actuelles, il est difficile que le Parlement fasse un travail qui puisse aboutir aux résultats, comme il est en train de le dire, parce qu'ils sont dans un même moule, si je peux l'appeler ainsi, qui est majoritaire. Ce n'est même pas forcément parce que c'est majoritaire. On sait que depuis près de 20 ans, le système de la corruption, le système de détournement de deniers publics a été installé comme un modèle de fonctionnement, un modèle de gestion dans notre pays. Au point où, que ce soit ceux qui sont au Parlement, que ce soit ceux qui sont au gouvernement, personne ne peut reprocher à l'autre parce qu'ils sont tous dans la même assiette. Voilà en fait ce que je veux dire. Pourquoi je le dis? Regardez, je crois, il y a 2 ou 3 mois, le secrétaire général, je crois bien, du Parlement, a écrit une lettre aux administrations pour dire que les députés vont faire des descentes dans les ministères pour obtenir de l'information. 2 encore, le député Siré Bina
a écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale, qui était une lettre apparemment confidentielle, comme une lettre qui a suivi une voie normale, demandant qu'actuellement, il y a de l'argent. Quand on a bloqué au Portugal, en Espagne, à Dubaï, mais lançons une enquête parlementaire pour qu'on voit comment on peut récupérer ces fonds qui appartiennent au Congo pour que ça puisse servir à supporter les charges des étudiants qui sont abandonnés à eux-mêmes à travers les pays qui n'arrivent pas à payer la bourse, les retraités qui ne sont pas payés. Mobilisons ces ressources-là. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le député Siré Bina a reçu une réponse favorable de la part du gouvernement pour qu'il avance dans son enquête. Donc le problème aujourd'hui, c'est que même si on publie, on peut dénoncer, on peut demander aux certaines personnes d'agir, mais au fond, on sait que c'est un système qui est tellement bloqué que personne n'a envie de prendre le courage d'aller voir l'autre parce qu'il sait que moi-même, je suis dans la même situation. Parce que vous regardez, à côté des ministres, chacun a un suppléant qui siège au Parlement aujourd'hui. Si vous avez 23 ministres ou 30 ministres, chaque ministre a un suppléant. Comment voulez-vous, et ces suppléants se retrouvent dans les différentes commissions, les 8 commissions, comment voulez-vous que toi, tu es mon suppléant, tu te lèves avec la commission pour venir, pour dire je suis venu te contrôler. Voilà là où le bas blesse. Est-ce que vous êtes en train de dire que finalement, M. Serge, que cet appel du chef de l'État est un bluff? C'est pas un bluff. Est-ce que l'enquête parlementaire ne concerne que les ministères, ne concerne que les ministres? L'enquête parlementaire concerne aussi tous les commis de l'État, tous ceux qui servent l'État. C'est ça le problème. Tous ceux qui servent l'État, l'enquête parlementaire concerne tout le monde. Le problème, c'est lequel? C'est pas parce que vous êtes suppléant d'un ministre, vous faites partie d'une commission qui doit aller conduire une enquête parlementaire que vous ne pouvez pas contrôler. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez finalement le traduire, le remettre à la disposition de la justice, par exemple? Non, ça c'est le rapport d'enquête qui déposera au procureur à qui de droit. Est-ce que ces enquêtes-là sont secrètes? Oui, non. C'est pas des enquêtes secrètes. Foucault, le problème que mon cher collègue pose, il est fondamental. Pourquoi? Nous partons d'abord comment devait fonctionner le système. Quand le président parle, interpellé pour le président, le système devait fonctionner comme ça. Mais il soulève un problème capitaine sur lequel, c'est que malgré la disposition du système, de telle sorte que vous soyez majoritaire ou pas, le pays a besoin que ce soit sérieux, les gens se sont mis dans un moule de mauvaise gestion telle qu'ils s'entendent entre eux. J'ai déjà soulevé ça à Sibiti. Est-ce qu'on ne peut pas initier un cas exceptionnel du Congo pour qu'il y ait efficacité entre le Parlement et le gouvernement? Quelle efficacité? Si vous avez 36 députés, il y a 36 suppléants, ministres. 36 ministres avec 36 suppléants. Comment voulez-vous que le ministre qui lui gagne 13 millions et que le suppléant qui est devenu député il gagne 5 millions? Mais moi, si je te mets en cause, on te débat de ta fonction, le titulaire revient prendre son poste. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je repars à la maison, je gagne 5 millions déjà. Et on montre que les intérêts des individus peuvent faire que la loi soit phagocytée. C'est-à-dire, toi, tu es titulaire, je suis ton suppléant. Foucault nommé ministre. Tous les mois, il a ses 13 millions. Moi, je suis devenu, ce suppléant devient titulaire. J'ai mes 5 millions. Alors, vous m'imaginez dans une commission qui va mettre en mal la fonction de M. Foucault et il est dégagé du gouvernement pour incompétence ou pour rendement inférieur. Mais si on l'enlève du gouvernement, il revient prendre son siège à l'Assemblée. Et moi qui suis son suppléant, je m'en vais à la maison de ses suppléants, je ne siège plus. Du coup, il perd 11-13 millions, mais il récupère les 5 millions ici, et moi je ne pars où? Là où j'étais. Ces intérêts-là peuvent faire phagocyter la loi. Ce qu'il dit est capital. Le système doit fonctionner bien, mais les intérêts des individus fassent que ça ne marche pas. C'est une question. Excusez-moi. Ce qu'il dit encore, le Parlement, comment ça devait fonctionner? J'ai déjà soulevé ça ici, je reprends encore pour la nouvelle des téléspectateurs. Voilà un Parlement qui a en face de lui un gouvernement qui dit, bon, pour que ce pays gagne de l'argent, le pétrole est par terre, tout par terre, allons-y prendre l'argent sur les impôts. Le gouvernement a commencé, je vous avais dit ça, le directeur général des impôts passe à la télévision. Il y a que, d'après nos informations, le chef d'État aurait payé déjà l'impôt sur son patrimoine d'élevage à Oyo et sur ses biens, je suis obligé de dire, ses biens personnels à Pointe-Noire, et même sa belle famille. Et quand elle a continué l'enquête, j'ai vu le ministre Rousseau venir payer, j'ai vu le ministre Botombe payer, et beaucoup de citoyens ont payé. Un bon matin, le gouvernement soit une note qui arrête cette opération. Bon, les Congolais qui ont payé, on va remercier les raisons. Pourquoi diable avoir démarré une opération où certains payent et un bon matin, on arrête? En un mois et demi, en 2 mois, ils ont réalisé 3 milliards entre Brazzaville et Pointe-Noire. Sans terminer, sans terminer Pointe-Noire. Mais d'où vient-il qu'on arrête? Alors, tu vois ce qu'il dit?
durant cette année, alors qu'à travers cette enquête des inspecteurs, on veut plus savoir qui a quoi comme richesse, parce que c'est l'impôt sur le patrimoine, sur ta richesse. On veut plus découvrir, oui, un tel, voilà, c'est bien, sont des bons biens ou des mauvais biens, il paie l'impôt, il ne paie pas. Alors on arrête ça sec. Alors devant voilà un parlement, comme il dit, très complaisant, qui assiste à ça, ne pose pas la question au gouvernement, attends, écoutez, on ne peut pas amuser la galerie comme ça. Vous êtes passé à la télévision, le dirigeant des impôts, les gars payés en direct, hein. C'était pour motiver les citoyens. Un bon matin, vous arrêtez. Mais c'est un bluff incroyable. Monsieur Bangalé veut réagir. C'est capital, ça. Non, le problème, c'est lequel la commission qui a été des impôts qui a été mise en place, qui a fait donc le recouvrement, si leur travail a été arrêté, on ne peut pas déjà ici porter un jugement de valeur. Il faut se rapprocher, n'est-ce pas? Je dis pourquoi se rapprocher pour chercher à savoir pourquoi cette enquête-là a été arrêtée, pourquoi cette commission-là n'a pas pu continuer son travail. Parce qu'en fait, ils ont commencé par le chef de l'État, le premier citoyen a montré l'exemple, d'autres ministres ont pris le relais. À ce moment-là, il faut poursuivre ce travail. Mais pourquoi ce travail-là a été arrêté? C'est ça la question. C'est ça. Parce que nous allons dans une dynamique de la bonne gouvernance, mais pourquoi ce travail-là a été arrêté? Et tu n'entends pas un débat à l'Assemblée sur ça. Si vous permettez, en fait, c'est ça le problème du Congo. C'est on ne peut pas placer la charrue avant les bœufs. Le dommage que cette commission a arrêté son travail, mais en réalité, il fallait qu'il arrête parce que on ne veut pas commencer par le commencement. Les textes, la Constitution, la loi, le code relatif à la transparence et à la responsabilité sur la gestion des recettes publiques, des finances publiques, dit que tout responsable doit déclarer son patrimoine. Oui, son patrimoine, la prise des fonctions. Donc, à la prise et à la sortie de ces fonctions. Mais qui doit veiller à ça? Qui doit veiller à cela? J'arrive, mais depuis que ça soit la Constitution, que ça soit la loi sur la transparence qui vient d'être adoptée en premier en 2017, mais aucune initiative de la part du gouvernement qui doit prendre les tests d'application n'est initiée et qu'une initiation n'est prise pour qu'on puisse aboutir au résultat. Comment, sur quelle base le président de la République a déclaré ses impôts quand on sait que son patrimoine n'est pas connu par les impôts? Parce que pour qu'ils le connaissent, la première des choses qu'au niveau du tribunal qui doit déclarer ses biens, c'est lui le premier citoyen qui devrait monter les hommes. Payer, oui, d'accord, je l'encourage d'ailleurs. Maintenant, là où je l'encourage, je sais que ce n'est pas lui qui prend les décrets, c'est les gens en bas qui devraient le faire, le Premier ministre aujourd'hui. Là, la première démarche à faire, c'est de prendre les décrets d'application pour que le patrimoine de chaque haut responsable soit déclaré. Parce que le grand problème aujourd'hui de l'enquête parlementaire, c'est aussi vrai, c'est là que je dis qu'il y a un cadre qu'il faut revoir, comme on le dit clairement. L'Assemblée, c'est vrai, peut jouer son rôle, mais j'ai déjà dit que l'Assemblée est devant des limites. Parce que chacun d'ailleurs des députés sait comment ils sont arrivés. Là, je le dis sur ce plateau sans gêne, qu'il n'y a pas eu d'élection réellement démocratique dans notre pays où les gens ont été élus réellement. Parce que si on fait une vraie élection, 80% des députés qui sont actuellement au pouvoir à l'Assemblée risquent de sauter. Pourquoi je le dis? Parce que à partir du moment où on fait une élection où tout le monde le remet en cause, ou bien un grand nombre de personnes le remettent en cause parce que les conditions ne sont pas réunies. Comment voulez-vous que ces députés-là puissent réellement être indépendants? Ils doivent être reconnaissants à ceux qui ont permis qu'ils soient là. Et souvent, ceux qui ont permis qu'ils soient là sont souvent au gouvernement ou bien au pouvoir. Comment voulez-vous qu'eux soient puissants pour essayer de les contrôler quand on sait que chacun sait comment il est arrivé là? Voilà le vrai dilemme qui se pose dans notre pays. Voilà, on va marquer une pause, on va repartir du côté de la régie pour souffler un tout petit peu, puis on reviendra pour poursuivre avec ce débat sur les enquêtes parlementaires dans la lutte contre les antivaleurs. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure.